Cash Coach. Des coachs qui parlent cash. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode Cash Coach. Donc je suis avec Stéphanie, Bonjour à tous. Magali, Bonjour. je vais t'appeler Julia, je sais pas pourquoi, et Lily. Bonjour. Ça me va aussi. Donc on va aborder la connaissance de soi, un concept qui nous est cher, qui est important parce que c'est central dans nos accompagnements. Et on va tenter de démystifier ce concept tous ensemble. Et chacun abordera et apportera sa vision là-dessus. Voilà. Qui veut commencer? Comme ça, spontanément, hein, sans avoir préparé. Moi, déjà, la première chose que je me dis, c'est que c'est peut-être un truc qui se réfléchit depuis longtemps. Alors, si on pense un petit peu aux philosophes, aux Grecs, il me vient un truc, c'est cogito ergo sum. Cette phrase, on connaît toi-même. Et là, je me pose la question un peu de la différence entre la conscience de soi et la connaissance de soi. Voilà, c'est les interrogations qui me viennent comme ça. Quelle réponse tu apportes? Quelle réponse je pourrais apporter là sur ça? La conscience de soi, c'est déjà savoir que j'existe, ressentir. Et la connaissance de soi, ça serait plutôt comprendre ses mécanismes, ses peurs, ses schémas, son pourquoi, sa place dans le groupe. Voilà. Ok, super introduction. Bon. Stéphanie, Magali, pour vous, ça évoque quoi déjà pour démarrer la connaissance de soi? Connaissance, la métaphore, ce serait je suis un véhicule, comment je fonctionne en fait? Puisque j'ai un corps, une tête, un esprit, tout un système. Donc il y a cette partie très physiologique. Et le gros organe qu'on a là qui nous sert à réfléchir, je pense qu'il a des particularités et on a des schémas qui peuvent être répétitifs, des façons de fonctionner. Et du coup, au plus je sais comment je fonctionne, au mieux je peux gérer mon véhicule, en fait. Ok. Wow, on augmente le niveau là. Voilà, ouais. Alors, oui, connaissance de soi, c'est comment j'arrive à mieux être dans mon corps, dans ma tête, au quotidien, comprendre ses mécanismes, ses schémas limitants, nos croyances, pour pouvoir devenir une meilleure version de soi-même au quotidien. Et puis sortir de... Pour moi, vraiment, ça c'est important, c'est sortir de nos mécanismes, nos compulsions qui font que on reste ou on peut tourner en rond pendant un certain temps dans une période de notre vie. Voilà. Ok, bon, simple, direct. Alors pour moi, pour faire le lien, il y a Freud qui en a parlé, bon, plutôt du moi, de l'ego. On a aussi Rogers, aussi, Carl Rogers, qui a évoqué aussi la notion du soi. Je voulais partir aussi sur une métaphore, ou plutôt expliquer avant le soi. Le soi, pour moi, c'est la représentation que je me fais de moi-même, finalement, au sens large et de manière vulgarisée, pour faire simple. Parce que l'idée, c'est d'aller dans du pragmatisme. Mais la métaphore par rapport à la conscience de soi et la connaissance de soi, c'est imaginer une pièce sombre. Éclairer la pièce, c'est finalement la conscience de soi, et donner du sens, ranger, classer, c'est pour moi la connaissance de soi. Voilà. Donc la conscience de soi, au final, c'est être conscient, savoir ce que je peux faire, ce que je ne peux pas faire. On est aussi dans la représentation de ce que je suis, mais par rapport à quelque chose d'extérieur. Dans la connaissance de soi, on va être dans du classement, dans du rangement, donc dans de l'introspection, on est plutôt sur quelque chose d'interne. Voilà ce que ça représente pour moi, la connaissance de soi, pour faire le tri avec la conscience de soi et expliquer ce que c'est que le soi. C'est mon jeu qui s'exprime à travers un contexte. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'on en fait?
pourquoi c'est important de bien se connaître, une fois qu'on a dit tout ça? Quelle différence ça peut faire dans nos vies? Qu'est-ce que ça a fait comme différence dans vos vies? Peut-être témoigner et expliquer dans le cadre de vos accompagnements pourquoi on en a fait un sujet central dans tous nos accompagnements. Qu'est-ce que ça apporte? Euh, bon, je pense que c'est assez clair, mais peut-être à travers vos expériences et ce dont vous avez été témoin, l'expliquer. Oui, moi je peux commencer. Comme ça, on prend toujours le même ordre. On est bien. On est bien à la même place. Voilà. On organise. Hein. Parce que là, Je suis bien à ma place, voilà. Non, non, enfin, en tout cas pour moi, et donc c'est peut-être pour ça aussi que j'ai introduisé, c'est un chemin qui part de peut-être un contact avec la philosophie quand je suis au lycée, donc avec une prise de conscience. En tout cas, que les choses peuvent se voir différemment et que ça peut se voir différemment aussi chez d'autres individus. Ensuite, il y a plusieurs leviers. Hein. Il y a des leviers thérapeutiques, il y a des leviers de croissance personnelle. Et du coup, moi, dans mes accompagnements, c'est ce chemin que j'ai envie de transmettre. C'est-à-dire de comment j'ai l'impression d'avancer les yeux bandés et comment à chaque fois, c'est comme s'il y avait un petit trou qui faisait que je pouvais voir. J'ai fait cette métaphore du millefeuille, c'est-à-dire avec une possibilité de plus de voir. Donc, c'est une forme de conscience pour moi. De conscience qui me permet d'être plus moi. Ok. ah oui, c'est à moi, pardon. Ouais, c'est pour tout. Et puis il faut respecter l'ordre, parce que sinon, Allez, là, soyons. Ok. Déjà, qu'est-ce qui m'a mis sur l'envie? En fait, c'est une rencontre, pour le coup. C'était quelqu'un qui était formateur, qui expliquait des choses. Pour le coup, c'était de la PNL. Et en fait, j'ai cliqué à un moment donné qu'on me parlait de quelque chose dont j'avais connaissance, mais c'était là, en fait. Et comme si on me l'avait mis en lumière. Et de là a découlé plein d'autres formations, d'autres rencontres, d'autres discussions. Et du coup, dans mon métier, moi, je manage, voilà, quelques personnes. Et de mieux m'appréhender, de mieux me connaître, m'a permis déjà de comprendre que les autres ne fonctionnaient pas comme moi, que mon monde n'appartenait qu'à moi, que j'étais unique dans ma façon d'être. Et du coup, pour moi, c'est un bel outil de tolérance, en fait. Et c'est les rencontres qui m'ont fait ça. Je ne sais pas quel est l'élément déclencheur, qu'est-ce qu'on peut dire pour à quel moment tu as envie de bosser sur toi. Est-ce qu'il y a un élément déclencheur? Est-ce que c'est une rencontre? Ça peut être un tas de facteurs, à mon avis. Moi, en tous les cas, ça a été une personne dont je comprenais le langage, qui m'a donné envie d'eux. alors quand tu dis c'est derrière et finalement après ça passe devant, c'est quelque chose dont tu savais l'existence mais dont tu n'avais pas la conscience. C'est quoi? C'est un peu comme si j'apprenais à parler un langage qui m'appartenait, mais dont j'avais pas la connaissance, en fait. D'accord. C'est tous les mots mis bout à bout, ce puzzle, il se faisait tout seul. Et les explications, c'était clair, c'était limpide, parce que oui, j'ai fait de la philo au lycée, il y a de la connaissance de soi, puisque ça part quand même de là, mais ça me parlait pas. C'était pas lumineux, en fait. Tu parlais de cette pierre qu'on éclaire, dans laquelle on range, mais il n'y avait rien de lumineux pour moi. Ok. Voilà. Alors, juste parenthèse, quand même, la dame vous dit qu'elle manage quelques personnes. C'est combien? Cinquantaine. Voilà. Parenthèse fermée. Sacré mag. Une petite cinquantaine. Alors, c'est à mon tour. Hein, Ah oui, c'est toi maintenant. Alors, la connaissance de moi, je n'avais aucune conscience. Vraiment, quel était l'intérêt? Franchement, je n'en voyais pas du tout l'intérêt. Voire même, c'était, je sais pas, inintéressant. Hein, voilà, pourquoi on a besoin de se connaître?
Qu'est-ce qui a fait que je suis allée sur la connaissance de moi? Bah, c'est les épreuves de vie hein, qui ont fait que ça m'a amenée à me poser certaines questions. C'est qu'est-ce qui faisait que je répétais toujours des problèmes physiques, déjà, dans un premier temps. Qu'est-ce que ça m'a apporté? Un éclairage de comment je fonctionnais et que j'allais pas dans le bon sens, pas dans la bonne direction. Que tout n'était pas blanc ou noir. Ça, c'était quand même sacrément. Ça a été une illumination pour moi. Que j'avais pas toujours raison non plus. Qu'on pouvait voir les choses d'une autre façon. Et par conséquent, ça m'a ouvert l'esprit, c'est certain. Mais aussi, ça m'a rendu libre. Parce que j'étais, je pense, enfermée dans mes mécanismes. Puis enfermée tout court dans ce que je pensais. Dans ce que je pensais qui était bien ou pas bien, bon ou pas bon. Donc ça m'a rendu beaucoup plus libre de mieux me connaître et par conséquent de m'ouvrir aux autres et de voir qu'il y a plusieurs façons de penser, d'évoluer et qu'il n'y a pas qu'une autoroute voilà, dans la vie, qu'il y a plein de petits chemins et que si on prend ces chemins à un moment donné, c'est qu'il y a une bonne raison en fait. Voilà. Voilà ce que ça m'a apporté. Mais moi, vraiment, c'est une question de sérénité et de liberté, je dirais. Ok. Moi, j'aimerais rebondir là sur ce que Mag. Pas vraiment l'ordre, mais bon, c'est Alors, c'est ça. Mais tu sais, j'aime bien de temps en temps poser la règle et la contourner, moi-même. En fait, ce que dit Mag, en fait, c'est quelque chose aussi que j'ai ressenti, mais donc je suis tombée dedans jeune, hein, puisque voilà, tout de suite après le bac, j'ai fait des études de psycho. Mais c'est comme si on posait des mots sur une forme d'intuition ou ça a rendu réel des choses en fait ou que je me serais pas autorisée à poser ou à dire ou à ressentir en fait. Tu as des exemples? Ce coup de rapport à l'autre en fait, ou peut-être qu'il y avait plusieurs façons de penser à un problème. Je pense que c'est quelque chose qu'intuitivement, j'avais déjà pensé, mais que je ne me serais pas autorisée à dire. Alors, je m'explique. Depuis très petite, donc j'ai un rapport, je pouvais avoir un rapport ambivalent aux autres, mais j'avais cette conscience-là qui avait différents focus, en fait, et j'avais envie de m'en nourrir. Parce que je pensais que ça pouvait être riche d'avoir différents angles sur un même problème. Donc, par exemple, le fait de comprendre qu'il y a l'énéagramme, différentes façons, ou la PNL, différentes façons de voir une même situation, c'est venu poser des mots et quelque chose une vérité presque sur un ressenti que j'avais. Ok. Très bien. Le poids de l'éducation, par exemple. Ouais. Aussi. Des modèles de psycho sont venus, voilà, Ouais. où je sentais qu'on pouvait être complètement manipulé par notre éducation. Ok. Ou influencé. Voilà. Ça, Manipulé. Oui, c'est. Excusez-moi, voilà. Alors, pour ma part, je vais rebondir sur conscience et connaissance de soi, parce que pour moi, ça s'alimente. Avant 23 ans, j'avais une conscience de moi sans connaissance de moi-même. Donc, une conscience de soi que j'avais et sans connaissance. Pourquoi? Parce que je m'évaluais comme quelqu'un de gentil, de fidèle, de loyal, de leader, voilà. Mais sans trop savoir pourquoi, au final. D'ailleurs, je ne me posais pas la question de pourquoi ça. Et puis, il y avait des choses qui pouvaient m'agacer, qui pouvaient voire me révulser. Donc, je n'étais pas trop copain avec des gens qui avaient une grande gueule, avec des gens qui se la pétaient, qui se la racontaient. Et il fallait toujours que je remette, tu vois, quelque chose de clair, de droit, de c'est juste, c'est pas juste, ou plutôt
c'est déviant ou pas, ou il dit la vérité ou pas. Et jusqu'à ce que je fasse un stage quand j'avais 23 ans en gestion de stress, justement en préouverture d'une de mes premières entreprises, donc un restaurant. Je fais un stage en gestion de stress et je tombe sur une personne qui, à la fin de ce stage, alors c'est une petite anecdote confidentielle que je vous raconte, qui sera après ma formatrice en énagramme, mais qui me dit et toi, qu'est-ce qui te stresse dans la vie après 2 jours de stage? Moi, rien. Je faisais 65 kilos tout mouillé. Mais j'étais pas stressé du tout. Et elle me dit et l'autorité, ça te parle? Ah. Et là, j'ai une réaction corporelle, physiologique, mais j'ai des poils qui se dressent comme ça. J'ai pas fait l'armée, hein, juste pour dire quand même. Et j'avais pas cette conscience-là de moi. Et donc, par méconnaissance de moi. Et là, je comprends qu'il y a quelque chose qui se joue en moi, qu'elle sait, que je ne sais pas. Et là, ça m'a rendu curieux de savoir, tiens, mais qu'est-ce qu'elle sait de moi que moi-même, je ne sais pas? Et pour revenir à la métaphore de tout à l'heure, c'est-à-dire qu'elle m'a amené à une conscience de moi, elle a éclairé la pièce, et elle savait où ça se rangeait, comment le sens en fait prenait pour moi de quelque chose qui était bien, de quelque chose qui n'était pas bien. Et c'est là où j'ai commencé la connaissance de moi-même avec l'énéagramme, en comprenant ce qui pouvait me donner des réactions épidermiques face à certaines situations que je ne maîtrisais pas, que je ne contrôlais pas, qui pouvaient même m'amener à faire des erreurs. Dans ma carrière sportive, voilà, il y avait je pense qu'il y avait des choses qui n'ont pas été en ma faveur à cause de ça, et qui finalement me contrôlaient, me manipulaient, comme tu disais, ou m'influençaient d'une manière non contrôlée pour moi, non maîtrisée, et qui était plus fort que moi. Et ça, c'est la connaissance de moi qui m'a amené à dompter finalement tous ces phénomènes. Voilà, donc, pour illustrer à travers une expérience personnelle, et en allant faire l'énéagramme, plusieurs stages, donc j'ai compris d'où pouvait venir ce problème à l'autorité. Qu'est-ce que ça voulait dire sur un plan psychologique, sur un plan émotionnel, sur un plan existentiel, sur un plan social. Et ça a donné encore plus de clarté finalement à qui j'étais, au-delà de la simple conscience de moi que j'avais à travers mes interactions sociales qui se voulaient être essentiellement comment dire, de la défense, quoi, de la protection, sauf que ça peut ne pas paraître comme ça en société. Pourtant, on est tous bien là à essayer de se protéger. Donc la connaissance de soi, pour moi, amène ce phénomène d'ouverture, de lâcher prise, de mise à distance de tout un mécanisme de défense, de comportement compulsif qu'on peut avoir, qu'on ne sait pas pourquoi, qui amène à des schémas redondants, qui amène justement des choses qui sont en arrière-plan en conscience, donc de façon à pouvoir les traiter, qui mettent des mots sur ce que tu es en train de vivre, qui amène à comprendre comment tu fonctionnes et pourquoi tu peux être allergique à de la trahison ou de la manipulation ou autre, ce qui pour d'autres pourrait ne pas être un problème, enfin, même si la trahison c'est un problème pour tout le monde, mais pas de la même façon. Et donc voilà pourquoi pour moi c'est important la connaissance de soi. Et pour aller un peu plus dans le détail de la différence entre conscience et connaissance. Et donc du coup la connaissance de moi que j'ai approfondie me donne une nouvelle conscience de moi par rapport à ce que je peux faire, qui je peux être en société. C'est ça. Bah oui, Qu'ils vont dire. moi, quand je disais les petits trous dans le bandeau, c'est comme si ouais, il y a plus de lumière qui entre à chaque fois dans le. Ouais, c'est violent quand même parfois aussi, hein. Ouais. Moi, j'ai trouvé difficile, hein. Je trouve que c'est violent. Moi, j'accompagne les jeunes sportifs. Même s'ils sont jeunes, ben, en fait, c'est mettre de la conscience sur ce qu'ils sont et ce qu'ils vivent et voilà, et tout ce que ça entraîne derrière sur leur performance. Et en fait, même pour eux, ben, ils se disent: «Ah OK, donc j'ai beau m'entraîner, faire tout parfaitement techniquement, ben, si je travaille pas sur moi, sur me connaître mieux, ce qui se joue à tel ou tel moment, et ben, en fait, j'évoluerai pas».
Mais ça peut être violent parce qu'effectivement, on peut rejeter effectivement, un moment, ce qu'on renvoie, enfin le miroir, et on se dit: «Bah non, je suis pas comme ça en fait». Ça, c'est pas je trouve que c'est quand même des moments qui sont difficiles, mais une fois qu'on les accepte, qu'on les accueille et puis qu'on se dit: «Ben OK, c'est OK d'être comme ça, mais c'est pas une fatalité, je peux évoluer et puis je peux voir les choses différemment». Bah, après, c'est une libération pour tous, hein, je pense, hein. Mais c'est vrai que ça peut être parfois un peu, Comment tu expliques ça justement? Comment tu expliquerais qu'on puisse mettre à distance, refuser ce qu'on peut. comment j'expliquerais? Parce que, ça renvoie, peut-être une image de soi qu'on n'a pas, en fait. On se dit: «Mais non, je ne suis pas comme ça». C'est, heu, c'est vraiment une image qu'on n'a pas envie de renvoyer, mais finalement qu'on peut renvoyer. Et ça, ouais, c'est violent. Ça peut être violent, ouais. C'est qu'on n'a pas conscience, en fait, c'est ça. C'est ça qui est fou, alors, pour déconner un peu, Mmh. c'est que souvent on se regarde dans le miroir, on se dit putain, je suis pas bien quand même. Sauf que ce qu'on ne rend pas compte, c'est que tout le monde voit cette gueule toute la journée. Mmh. Et c'est pareil pour le comportement, c'est-à-dire que toi, quand tu t'en rends compte, tu te dis putain, je suis pas comme ça. Et en fait, tout le monde le voit que tu es comme ça. Ouais, c'est ça. C'est dur de s'en rendre compte, mais en même temps, tout le monde s'en est déjà rendu compte. Oui, c'est la réalité. C'est la réalité. Mais c'est factuel, voilà, c'est la réalité. Mais sauf que on peut potentiellement ne pas être sur la réalité. On peut être un peu dans un déni de soi. D'où pas forcément une bonne conscience de soi, C'est ça, parce qu'on ne se connaît pas très très bien. c'est ça. Mm. Tout à fait. Mag? Et que du coup, c'est les autres les cons, en fait. C'est ça. C'est pas nous. Rien ne part de nous. Ah bah oui, après, d'où la déresponsabilisation, Voilà. la critique, le jugement. Mm. Ok. Et qu'est-ce que ça apporte à un manager, selon toi, de bien se connaître, d'abord, et de bien connaître ses équipes aussi? Alors, de bien se connaître, il y a la communication avec. Pour un manager, c'est le combo gagnant. Bien se connaître et bien communiquer. Permet justement de connaître ses équipes. Moi, je sais aujourd'hui que j'ai une forme de... Je suis sur ma planète, je vois les choses telles qu'elles sont, mais je sais qu'en face de moi, j'ai plein de personnes qui ne voient pas la même chose que moi. Bon, il y en a parfois, ça matche un petit peu, d'autres moins bien. Et l'idée, c'est de faire ce dont on parle très souvent, c'est ce pas de côté. Pour s'ouvrir à l'autre et pour que l'autre se sente entendu. Voilà ce qui manque aujourd'hui dans le management, à mon avis, c'est il n'y a pas d'écoute en fait. Et on ne travaille pas avec des robots, on travaille avec des humains qui ont des émotions, qui ont des envies, qui mettent un sens ou pas au travail. Mais ces gens-là, il faut les considérer. Et du coup, en étant dans l'écoute et dans l'empathie, bien sûr qu'il y a de l'urgence à bosser, à générer de l'argent, c'est OK. Mais je pense que si on fait un mélange de tout ça, d'écoute, de communication, et de connaissance de l'autre, même si on ne connaîtra pas parfaitement, mais aujourd'hui, en étant coach, avec les outils qu'on a, on arrive rapidement à cibler quelle est, c'est pas le problème, mais la façon, sa carte du monde à lui. Je pense qu'on peut, nous, s'adapter, puisque on est censé être de bons communicants, de bons coachs, donc c'est à nous de faire ce pas-là. Et je crois qu'un manager qui n'a pas ça, peut très bien manager, hein, mais ça lui donne une valeur ajoutée. Ok. Voilà. Ok. Et toi, Stéphanie, pour tes jeunes, quel est l'avantage, justement, qu'ils se connaissent? De devenir beaucoup plus performants, de voir ce qui les empêche justement, même s'ils s'entraînent comme ils doivent le faire, qu'ils suivent une programmation, qui sont très assidus sur leur programmation. C'est la valeur ajoutée de se connaître, c'est d'être beaucoup plus performant et de savoir ce qui se joue à tel ou tel moment, que ce soit dans la période d'entraînement ou sur une compétition, beaucoup plus arriver avec gérer leur stress par rapport aux enjeux,
C'est se libérer de leur schéma aussi, qui font que ça peut être certains, ils vont être les champions d'entraînement, mais pas arriver à, à mettre ça en place en compétition. Et puis, c'est leur donner une chance de vraiment aller au plus profond de leur potentiel, en fait. Ok. Super. Et alors, Ludivine, j'ai une question pour toi. En ta qualité de psy-coach ou coach-psy, parce que souvent, c'est une guéguerre entre les coachs et les psys sur le terrain du pourquoi. Donc, en gros, schématiquement, on va dire les psys, c'est le pourquoi, les coachs, c'est le comment. Moi, ça me semble compliqué, en fait. Et justement, la connaissance de soi, pour moi, c'est plus le pourquoi que le comment. Comment, toi, tu considères ça, en ayant une vue globale sur les deux pôles, entre le pourquoi et le comment? Est-ce que c'est un terrain sur lequel les coachs peuvent aller, sur le pourquoi? Est-ce que les psys, en fait, s'interdisent d'aller sur le comment? C'est quoi ton point de vue là-dessus? Je fais une petite parenthèse quand même et profiter de ta question pour dire que les psys ne sont pas que les psychanalystes et que le pourquoi, c'est donc une petite partie. Si tu vas dans la la neurocognitive, pardon, c'est plus le comment. Les TCC, on travaille sur le symptôme. Donc, ça va plus se rapprocher, effectivement, comme moi qui est. Alors, en termes de psy, je suis plus allée sur les approches cognitives et comportementalistes, donc ça se rapproche plus. Tu peux vraiment comparer les protocoles. Voilà. Donc, il n'y a pas le pourquoi et le comment, en fait, hein. Par contre, que ce soit le coach, l'accompagnateur, le mentor ou le psy, la connaissance de soi, elle est fondamentale, je pense. Elle est fondamentale pour toi interagir correctement avec la personne, savoir comment l'accompagner, ce qui va te toucher, là où tu vas pouvoir accueillir avec force, là où tu vas devoir justement rabaisser un peu l'énergie parce que c'est trop fort en toi. Pour moi, ce sont des métiers où la connaissance de soi est fondamentale. Ok. Alors, pour aller sur ce terrain-là, je vais citer un exemple d'accompagnement que j'ai eu avec un sportif multititré, multimédaillé, mais dont je ne citerai pas le nom parce qu'il n'a pas souhaité que je communique sur notre entente. Mais c'est un nageur professionnel et il travaillait en préparation mentale. Donc, à l'époque, je parle de ça, c'était au tout début, donc il y a 20 ans, plus de 20 ans. Alors, du coup, vous allez peut-être le cibler. Mais bon, c'est pas grave, il y a prescription. Travailler en préparation mentale, donc c'est surtout comment faire mieux, comment faire plus vite, comment éliminer certaines choses. Et il travaillait avec un préparateur mental très connu aujourd'hui qui a développé un modèle. Pareil, je ne la citerai pas. Donc en fait, on est sur des techniques de gestion de l'émotion, de gestion de l'énergie, technique de respiration, ajustement, on parle d'hémostat. Donc en fait, aligner l'hémostat au comportement juste, etc. Et bon, les résultats ont été pas mauvais parce que ça peut pas faire de mal, ces techniques-là. Mais contrairement à quand on a travaillé ensemble, le gap qui a été passé. Et bon, moi, j'étais pas préparateur mental à cette époque, je me formais à cette méthode, mais j'ai fait avec les techniques que je connaissais et qui étaient purement coaching et purement connaissance de soi. Et là, en fait, il y a eu des résultats qui ont été dépassés. Pourquoi, en fait? Parce que entre faire un exercice de préparation mentale au moment où je suis sur le plot, pour ajuster mon émotion, juste pour pouvoir faire, par exemple, en termes de tonicité, en termes d'attention, en termes de propulsion, pour pouvoir plonger le plus loin possible. Alors qu'en fait, j'arrive sur le plot, je suis déjà pas bien, parce que j'ai le stress de ma femme qui est dans les tribunes, parce que je suis en terrain hostile, et que je ne sais pas pourquoi, je vais avoir un gap, et l'exercice de préparation mentale ne va pas pouvoir me faire récupérer ce gap. Alors que si j'arrive sur le plot en sachant ce qui se joue en moi,
par rapport à justement ma femme qui est dans les tribunes avec laquelle je me suis pas très bien, j'ai pas très bien communiqué juste avant. Par rapport à un terrain hostile, que je comprends ce qui se joue en moi, par rapport justement à un problème de légitimité, de sentiment d'imposture que je peux avoir et que je me raconte dans ma tête et que par rapport à un travail sur la connaissance de moi, j'arrive à éliminer et que je fais cet exercice de préparation mentale, eh bien ça, ce sera beaucoup plus efficace et beaucoup plus efficient pour pouvoir faire l'action juste. Donc, en termes d'accompagnement de mes expériences, je pense que la connaissance de soi apporte bien plus ou davantage par rapport, encore une fois, à ce que j'ai pu faire, que juste la préparation mentale pure. Et donc, là, je relis la question du pourquoi et du comment. Savoir pourquoi je fonctionne comme ça. En fait, en gros, on fait un gros nettoyage à 360 degrés et ça permet, dans la plupart des cas, de passer des caps et après d'affiner et d'ajuster avec des techniques de respiration, des techniques de visualisation, des techniques de gestion émotionnelle ou d'énergie, parce que le gap est plus petit et on a résolu un certain nombre de problèmes ou de tensions ou de stress avec ne serait-ce que la connaissance de soi. Donc ça rejoint aujourd'hui le discours qu'on peut entendre sur le bien-être des sportifs, sur la santé mentale, sur le fait que les sportifs doivent davantage se concentrer sur le plaisir, sur le bien-être. Donc, en parlant de nageurs, on a Léon Marchand qui casse tout aujourd'hui et qui témoigne justement avoir fait ce travail. Et ce qui lui a le plus apporté, c'est ça, c'est le bien-être de faire ce qu'il fait, par l'amour de ce qu'il fait, plus que par la médaille et le résultat. C'est ça. Tu as tout dit. Ouais, en fait, c'est aussi alors, pourquoi tu fonctionnes comme ça, c'est aussi, donc on parlait de conscience, c'est une conscience des motivations. Donc, de là où la personne va pouvoir trouver l'énergie, les refuges, les ressources. Ouais. Ouais, exact. Par exemple, pour Léon Marchand, nous, c'est pas notre, c'est pour le prendre l'exemple, mais c'est pas un accompagnement qu'on a fait. Mais il parle donc de rapport à l'échec, justement. Donc on sait ce que ça peut être, nous, dans la connaissance de soi. Et par rapport aux modèles avec lesquels on travaille, on sait tout ce qu'il y a en arrière-plan. Le rapport à l'échec, si tu arrives dans l'accompagnement à le faire comprendre ou que la personne même le comprenne et que finalement elle l'interprète d'une autre façon, elle le considère autrement, le bénéfice et les avantages qu'elle va tirer sont énormes par rapport à un exercice de respiration pour gérer la peur de l'échec. C'est juste ça le levier de la connaissance de soi, qui peut se faire par n'importe quel profil, n'importe quel modèle de personnalité, et pour n'importe quel profil. Mais voilà ce que ça peut apporter. Tu disais, Magali, dans la communication, entre un manager et un collaborateur, qu'est-ce que ça va permettre précisément au manager de connaître le profil, tu vois, ou alors comment toi tu t'y prends quand tu connais le profil d'un collaborateur? Ça ressemble un petit peu à adopter son abécédaire, en fait, D'accord. pour avoir des mots justes qu'ils comprennent dans son langage à lui, Ok. pour employer les bons mots. Alors, il y a toujours une intention derrière, puisqu'on est, on est sur le terrain du travail, de faire les choses, hein, on est dans le faire de toute façon, mais en mettant du sens, en fait. Peu importe la tâche, c'est en mettant du sens à ce qu'il fait, et à quel niveau, où il est dans l'entreprise, à quoi ça sert. Qu'est-ce qui sert de plus? Et quel bénéfice, toi, en tant que manager, tu en tires? Ben, moi, personnellement, le boulot, il est fait, mais c'est surtout eux, en fait. Parce que ils mettent ce sens-là. Alors, pas tous, hein,
sur 50 ou 60 ou 70, c'est pas tout le monde qui ingère ça, mais en tous les cas, quand on arrive à semer des graines comme celle-là, ça amène d'autres choses. En fait, la communication, amène la curiosité et ça amène, comme moi j'ai rencontré ce formateur, peut-être à vouloir faire plus, à se comprendre plus. Et si on a plus de gens qui veulent connaître leur fonctionnement, moi j'aime pas trop l'idée de la meilleure version de soi-même. On est parfait tel qu'on est déjà. C'est juste dépoussiérons, quoi. Dépoussiérons, allons éclairer, rangeons, pour reprendre ta métaphore, ça c'est OK. Mais moi j'en tire le bénéfice unique que le boulot il soit fait, correctement fait. Mais c'est surtout en face, tu peux voir quand même de la brillance ou quelque chose de OK dans la personne qui a fait son job, que tu as valorisé, parce que tu lui as expliqué quel était son rôle, quel était le sens, pour quelles raisons c'était important. Mhm. D'ailleurs, ça pourrait faire l'objet d'un autre podcast. Est-ce que tu as pu remarquer du coup qu'il y avait moins d'absentéisme, que les gens se sentaient mieux au travail du coup? Qu'ils étaient plus heureux? Waouh, ça, faudra leur demander à eux. Moi, en absentéisme, il y en a toujours. Dans les régions où on est, je travaille en saison. Mais du coup, c'est pas le management avec la carotte ou le bâton. Ça marche pas comme ça. J'essaye plus de les amener sur la responsabilisation. C'est en gros, je suis en retard. Ok, ben t'es en retard. C'est pas, papa et maman ne sont pas derrière pour te faire un petit mot d'excuse ou machin. Alors, peut-être il y a d'autres personnes qui sont capables de le faire, mais en tous les cas, moi, ils arrivent dans l'entreprise, il y en a beaucoup qui sont jeunes. Donc, c'est juste responsabilisez-vous, t'es en retard. Ça va être un souci à un moment donné, probablement. Donc, ça va m'énerver. Mais c'est surtout quelle est la raison et est-ce que c'est OK pour toi? Parce qu'en fait, en termes de responsabilité, quand tu es jeune, quand tu grandis, quand tu apprends de te connaître, c'est juste valider tes choix. Et pour moi, c'est grandir ça, se responsabiliser. Et si c'était à refaire, ce serait pareil. Mhm. Et puis le boulot reste à faire. Et le boulot reste à faire. Quand même. Et toi, Steph, est-ce que tu as un exemple justement de... Tu as parlé des bénéfices de tes gamins, mais est-ce que tu as un exemple Ouais. de connaissance de soi par rapport à la préparation mentale, parce que tu en fais aussi? Ouais. Ouais, j'ai accompagné une jeune qui fait du combiné nordique. Donc c'est du saut à ski, plus une partie ski de fond. Et qui avait déjà très très peur de sauter. Bon voilà, on peut comprendre, hein, parce que quand tu es en haut du saut, waouh, voilà, c'est une grosse prise de risque. Mais en fait, au-delà, elle est venue plutôt pour ça, hein, sur la peur, la gestion du stress, de la peur de sauter. Mais au-delà de ça, le fait qu'elle a appris à se connaître pendant toute une année sportive. Donc il y avait les outils de préparation mentale, bien sûr, qui ont aidé, mais souvent ils viennent pour ça à la base. Mais le fait qu'elle se connaisse beaucoup mieux, là, on m'a envoyé des messages sur repartir sur cette nouvelle saison. Il y avait plus ce stress de sauter parce qu'elle savait ce qui se jouait derrière, en fait, toujours. C'était toujours aussi les problèmes de confrontation avec les copines, etc. La peur d'échouer vis-à-vis de la copine. Donc, le fait qu'elle se connaisse beaucoup mieux maintenant, elle repart dans une nouvelle saison beaucoup plus détendue, beaucoup plus sereine, et elle a appris à moins se mettre la pression sur l'objectif, hein, sur des objectifs qui sont à court terme, et plutôt voir une évolution, de voir vraiment une évolution sur un objectif plutôt à un long terme, et aussi de se reconnecter à soi, parce que du coup maintenant elle se connaît, donc elle se connecte à soi, et aussi au plaisir, c'est ce qu'on disait sur le plaisir de faire ce sport, en fait. C'est qu'est-ce qui l'a amené à faire ce sport, qu'est-ce qu'elle recherchait là-dedans. Et le fait de mieux se connaître et d'appréhender ses freins sur cet échec, hein, la peur de l'échec, elle repart sur une nouvelle saison beaucoup plus détendue du coup, oui, elle est plus performante plus rapidement, même s'il y a du temps. Et ça, elle l'a compris. Ok. Voilà. Mais, et je rebondis dans les spécificités. Justement, tu disais psy-coach ou coach psy. Moi, ce que j'ai pu expérimenter aujourd'hui et que je trouve intéressant, c'est justement dans les cas pathologiques
ou quelqu'un qui vient voir un psy, c'est parce que donc, je suis dans la pathologie. Le fait de complètement débrancher du coup de voilà, t'es fou ou t'es pathos, quoi, t'es dans la pathologie, et d'aller sur t'as un fonctionnement de personnalité, et de revenir sur des modèles de connaissance de soi. Par exemple, un borderline, qui serait plutôt dans un modèle, si on prend l'énéagramme 4, et dire bah, tu fonctionnes haut en couleur et pas t'es malade. En fait, ça a permis vraiment, pour certains accompagnements, de le faire revenir dans quelque chose, dans une forme d'humanité, qui a une mission, une raison d'être, et du coup d'abaisser peut-être certains freins, d'être vers de l'acceptation de soi, et après de faire le chemin qu'il faut pour trouver des repères, le milieu, le centre et le canal, quoi. Ouais, c'est clair. On s'aperçoit quand même alors il y a des maladies mentales, hein, c'est clair, mais souvent on est sur la dégénérescence en fait du mécanisme ou de la surprotection ou de la surdéfense que l'on étiquette comme une maladie mentale, alors qu'en fait ce n'est que l'expression extrême d'une peur psychologique, puisqu'on parle beaucoup de la peur de l'échec. Et il y en a d'autres, hein. On a parlé de la peur de l'échec par rapport aux sportifs, mais il y a d'autres peurs que certains modèles peuvent donner. Et on se rend compte qu'au niveau des maladies mentales, tu fais bien de le rappeler, que souvent c'est de la dégénérescence ou de la désintégration technique, on parle même de vue technique, du mécanisme de défense. Et ça change tout de dire à la personne, on va apprendre à te connaître, on va apprendre à chercher le symptôme. Tout de suite, effectivement, ça lui donne un autre état d'esprit et d'autres lumières. Et puis, donc voilà, avec des modèles comme l'énéagramme où il se sent appartenir aussi à un fonctionnement. Même si chez lui, c'est un peu plus fort que la moyenne, il y a la possibilité qu'il revienne au centre, en fait. Et puis en parlant de symptômes, on soigne un symptôme, mais en fait le symptôme, on va le soigner à un moment donné, mais le symptôme, c'est récurrent, il peut revenir. Donc c'est comprendre d'où vient ce symptôme en fait. C'est ça la connaissance de soi. Donc, j'ai des sportifs, j'ai un jeune qui me dit mais Steph, c'est ma psy. Voilà, je suis pas sa psy parce que je n'ai pas fait d'études de psychologie, mais pour lui, il a compris. Il a accepté à un moment donné que finalement, oui, on ne parlait pas forcément que de son sport, mais plutôt de ses comportements, les motivations de ses comportements, et ce qui fait que ça fonctionne ou ça ne fonctionne pas dans son sport après. Tout à fait. Le symptôme est révélateur. C'est ça. Ok, donc sur ce périmètre de connaissance de soi, est-ce que vous avez autre chose à dire? Parce qu'on a abordé un thème, donc on n'aura pas le temps là, de traiter, mais peut-être dans un autre podcast sur connaissance de soi finalement et développement personnel à vocation d'être mieux ou d'être plus performant. Parce que souvent on est taxé de bisounours, ou on peut avoir un discours peut-être un peu philosophique ou autre, mais tout ça est au service quand même de quelque chose de concret qu'on va mettre en œuvre pour arriver à vivre mieux dans son quotidien, ou arriver à, que ce soit dans le cadre du sport, à mieux performer, dans le cadre du management, à avoir des résultats, à avoir une équipe performante, dans la vie personnelle, dans les relations, avoir de bonnes relations. Mais trop souvent, c'est aussi stigmatisé dans un sens où on ne serait pas assez. Il faudrait avoir quelque chose de plus, il faudrait acquérir quelque chose de plus, alors que peut-être que juste avec la connaissance de soi, on arrive déjà à réaliser des choses. Et ça, il y a deux étiquettes là-dessus, peut-être dont il faudrait qu'on parle. C'est c'est pas être bisounours que de dire on a tous les ressources en nous pour arriver à faire quelque chose, et en même temps démystifier le fait qu'il faut être autrement, ou il faut arriver à être mieux pour arriver à acquérir et obtenir des résultats. Ça, c'est peut-être quelque chose qu'il faudrait qu'on décrasse. Ça va? Ouais. Ah, ok. Eh bien, on peut mettre fin à ce podcast. Merci à vous. Merci à vous. Merci. À la prochaine, André. Ouais. Ouais. Salut.